Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Zaïd, je suis doctorant au sein du laboratoire Hubert Curien qui se situe à Saint-Étienne et du CESTI de Thalès qui se situe à Toulouse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai menés conjointement avec Lilian Bossuet, François Dassens, Amaury Abrard et Alexandre Venelli. Et ces travaux visent à introduire une nouvelle métrique d'apprentissage spécifique au cadre deep learning quand on souhaite mettre en place des attaques par canaux auxiliaires. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une attaque par canaux auxiliaire? Une attaque par canaux auxiliaire est un type d'attaque cryptographique visant à exploiter les vulnérabilités d'un système en analysant ses propriétés physiques telles que la consommation de courant ou ses émanations électromagnétiques. Et évidemment, l'objectif d'un attaquant est d'exploiter ces propriétés physiques afin de retrouver de l'information sur la valeur de la clé secrète qui a été manipulée pendant un chiffrement par exemple. Pour faciliter la compréhension de ce concept, prenons un exemple et supposons qu'un attaquant a un accès physique à un système dans lequel est implémenté un algorithme cryptographique, par exemple un AES, et supposons que notre adversaire soit en mesure de pouvoir configurer le message et la clé secrète manipulée par le système physique. Donc pour mener une attaque par canaux auxiliaire, notre adversaire a besoin au moins d'une sonde et d'un oscilloscope, de telle sorte que pendant la phase de chiffrement, l'attaquant est en fait en mesure de pouvoir récupérer la consommation de courant qui va y être associée. Et parce que notre attaquant peut configurer le message de la clé secrète, il peut générer autant de traces de consommation qu'il souhaite. Classiquement, lorsqu'un adversaire souhaite mettre en place une attaque par canaux auxiliaire utilisant du deep learning, il doit générer un réseau de neurones afin de retrouver la clé secrète qui a été manipulée pour une trace donnée. Et donc, afin de mener son attaque, l'adversaire doit procéder en deux phases. Durant la première phase, appelée phase de profilage ou d'entraînement, l'adversaire entraîne le réseau pour prédire correctement la clé secrète qui est manipulée pour une trace donnée. Et une fois que cette phase est appliquée, le réseau peut prédire la variable intermédiaire ciblée par l'adversaire. Ensuite, durant la seconde phase appelée phase d'attaque, l'adversaire va générer un ensemble de traces émanant d'un système similaire à celui utilisé durant la phase d'entraînement. La grande différence réside dans le fait que cette fois-ci, notre adversaire ne connaît pas la valeur du secret manipulé par le système physique. Il va donc utiliser le réseau entraîné pour prédire un vecteur de score pour un ensemble de clés hypothétiques. Cependant, en général, une trace est insuffisante pour retrouver l'information sur la clé secrète manipulée. Donc ce que doit faire notre adversaire, c'est générer plusieurs vecteurs de score pour une clé fixée afin de maximiser ses chances de retrouver la valeur de la clé secrète. Et donc là, ce que l'on constate, c'est qu'en générant une nouvelle trace, il va récupérer un nouveau vecteur de score, et en combinant l'information qu'il aura acquis sur ces deux vecteurs de score, il va être en mesure de pouvoir retrouver la valeur de la clé secrète. Donc comme je l'indiquais, la mise en place d'une attaque par canaux auxiliaire utilisant du deep learning nécessite deux phases, et dans la première phase, la phase d'entraînement, l'adversaire doit définir une métrique d'apprentissage appelée fonction de perte, qui permet en fait de quantifier l'erreur commise par le réseau, et ainsi donc de pénaliser l'apprentissage du réseau lorsque celui-ci commet des erreurs. Donc l'objectif de la phase de profilage, c'est de minimiser cette fonction de perte afin de maximiser les performances du réseau pour retrouver la clé secrète manipulée. Mais concrètement, quelle est la fonction, la métrique d'apprentissage qui est utilisée classiquement quand on souhaite mettre en place des attaques par canaux auxiliaires utilisant du deep learning? En fait, la métrique d'apprentissage le plus utilisée est appelée la cross-entropie et la fonction de perte associée est rappelée sur ce slide juste en dessous du réseau de neurones. Donc concrètement, voici ce qu'elle permet. Donc si on revient à notre exemple précédent durant lequel notre attaquant souhaite entraîner un réseau, il va donc générer un ensemble de traces pour lesquelles il connaît la valeur de la clé secrète. Et durant l'entraînement, il va demander au réseau, via la minimisation, la cross-entropie, de maximiser le score associé à la bonne clé secrète. Donc ici, par exemple, en sortie du réseau, on va obtenir un ensemble de clés hypothétiques, de telle sorte que la bonne clé secrète soit définie en verte et que les mauvaises clés hypothétiques sont définies en rouge. Le niveau associé aux différentes clés définissant le score que le réseau leur attribue. Et donc via la minimisation de la cross-entropie, on constate en fait que le réseau souhaite maximiser
le score associé à la bonne sortie. Et en effet, en utilisant plusieurs traces de profiling, ce qu'on constate, c'est que le réseau va chercher à maximiser le score associé à la bonne sortie et donc par conséquent minimiser le score associé à toutes les autres hypothèses de clé. Et donc on considère le modèle entraîné une fois qu'il est capable de faire la distinction entre la bonne clé et toutes les mauvaises hypothèses de clé. Cependant, d'un point de vue optimisation, l'utilisation de la cross-entropie peut être source d'erreur. En effet, selon un papier publié par Loïc Mazur, Cécile Dumas et Emmanuel Proof à Chess 2020, nous savons que la minimisation de la cross-entropie entraîne la maximisation d'une métrique connue en attaque par canne auxiliaire, à savoir l'information perçue ou l'API introduite ici. Et donc malheureusement, la minimisation de la cross-entropie peut entraîner 3 sources d'erreurs différentes. Le premier type d'erreur qu'on peut notifier s'appelle l'erreur d'optimisation. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, l'objectif de la phase d'apprentissage est de minimiser une fonction de perte qui est généralement non convexe, ce qui rend difficile la phase d'optimisation et la convergence de notre modèle vers un minimum global. Ainsi, cette erreur caractérise en fait la distance entre une valeur approchée retournée par des méthodes d'optimisation heuristique telles que l'algorithme du gradient stochastique et la valeur optimale qu'on souhaiterait obtenir. Dans un second temps, l'erreur d'estimation caractérise le fait qu'en réalité, on souhaite maximiser une estimation de la l'API plutôt que la vraie valeur de la l'API. Ainsi, l'utilisation d'un ensemble fini de traces d'entraînement ne nous permet pas nécessairement d'estimer correctement la vraie valeur de la l'API. Finalement, la dernière source d'erreur qu'on peut identifier s'appelle l'erreur d'approximation et elle vient du fait que l'on maximise la l'API plutôt que l'information mutuelle entre la variable ciblée et un ensemble de traces T. Et donc l'API étant une borne inférieure de la MI, le nombre de traces d'attaque nécessaires pour retrouver la valeur de la clé secrète sera plus élevé que si nous estimions directement une valeur de l'information mutuelle. Donc notre objectif ici est de proposer une nouvelle métrique permettant de réduire l'erreur d'approximation en identifiant une métrique d'apprentissage plus adaptée au contexte d'attaque par canaux auxiliaire. Et donc pour ce faire, nous avons cherché à définir une métrique d'apprentissage dérivant directement du taux de succès d'une attaque par canaux auxiliaire. Quand on mène ce type d'attaque, qu'est-ce que l'on souhaite concrètement? En fait, quand on mène une attaque par canaux auxiliaire, on aimerait que le score associé à notre bonne clé soit supérieur au score de toutes les autres hypothèses de clé. Si c'est le cas, on arrivera à faire la distinction entre la bonne clé secrète et toutes les autres hypothèses de clé. Ce que l'on souhaite donc, c'est donc maximiser cette probabilité telle que l'on souhaite que le score de la bonne clé K étoile soit toujours supérieur à une clé hypothétique quelconque K. Et le problème ici, c'est que la fonction indicatrice n'est pas une fonction continue et dérivable, et donc nous devons trouver une fonction approchée afin de continuer notre investigation. Et grâce aux travaux fournis par Qin Liu et Li, nous savons que la fonction sigmoïde peut être employée afin d'estimer la fonction indicatrice. Et en effet, à droite, ce que l'on constate, c'est qu'en fonction de la valeur alpha qui va être choisie, on a une estimation plus ou moins proche de la fonction indicatrice. Donc ce que nous souhaitons faire lorsque l'on applique la ranking loss, c'est pénaliser le réseau dès lors que le score de la clé secrète K étoile n'est pas supérieur à celui de chaque hypothèse de clé K. Ainsi, pour chaque hypothèse de clé, nous allons mesurer une ranking loss partielle que l'on définit ici, qui pénalise l'apprentissage du réseau en fonction de l'écart entre les scores associés à la clé secrète et une hypothèse de clé K. Et donc, afin de généraliser notre solution à toutes les hypothèses de clé, on somme la ranking loss partielle sur toutes les valeurs de K possibles, sauf la clé secrète, et on obtient donc la ranking loss qui est définie ci-dessous. Et une propriété intéressante de cette fonction et que nous avons redémontré dans notre papier, c'est que la minimisation de la ranking loss permet en fait de minimiser l'erreur sur le taux de succès pour un nombre de traces d'attaque donné. Ainsi, à travers cette métrique, ce qu'on souhaite faire et ce que l'on cherche, c'est directement maximiser les performances du réseau dans le but d'une attaque par canaux auxiliaire. Cependant, par rapport à la cross-entropie, quel est l'intérêt d'utiliser la ranking loss? Si on note D un modèle estimant la valeur d'une variable sensible Z sachant un ensemble de traces T, nous savons que maximiser le taux de succès d'une attaque revient à trouver une estimation du modèle optimal introduit par Nicolas Bruno et al. En 2017. Et donc,
minimiser la ranking loss revient à trouver une estimation de ce modèle optimal. D'un point de vue de l'information mutuelle, maximiser le taux de succès d'une attaque par canaux auxiliaires revient à maximiser une estimation de l'information mutuelle, de telle sorte que si le θ obtenu est optimal et que le nombre de traces d'entraînement tend vers l'infini, alors on retrouve la valeur de l'information mutuelle entre nos données sensibles et l'ensemble des traces récoltées. Ainsi, par rapport à la cross-entropie, et si on souhaite faire une analyse d'erreur telle que l'on a fait précédemment, on constate qu'utiliser la ranking loss produit toujours une erreur d'optimisation qui consiste à trouver la valeur de θ optimale. Il existe toujours aussi une erreur d'estimation car nous ne possédons pas une infinité de traces d'entraînement. En revanche, en ce qui concerne l'erreur d'approximation, utiliser la ranking loss possède un avantage car nous cherchons à trouver un modèle qui converge non pas vers l'information perçue, donc l'API, mais directement vers l'information mutuelle, donc l'AMI. Donc utiliser la ranking loss permet de se prémunir de l'erreur d'approximation qui est induite par la cross-entropie. Et donc, afin de valider notre approche, nous avons mené quelques expérimentations. Donc pour ce faire, nous avons cherché à évaluer l'intérêt de la ranking loss par rapport à la cross-entropie pour 2 cas de figure, et plus de cas de figure sont présentés dans notre papier. Donc dans un premier temps, nous allons chercher à attaquer une implémentation d'un AES 128 non protégé, puis dans un second temps, nous allons chercher à attaquer une implémentation d'un AES 128 protégé avec un masquage booléen d'ordre 1, et pour lequel différents niveaux de désynchronisation statique peuvent apparaître. Afin d'évaluer les performances de nos réseaux, nous introduisons cette métrique qu'on appelle NTGE et qui définit le nombre de traces minimum nécessaires pour retrouver la valeur de la clé secrète. Afin d'être confiant sur les résultats de nos tests, on effectue une moyenne des NTGE sur 100 tests et on note NTGE bar le résultat de cette moyenne. Donc, durant notre expérimentation, ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, c'est comparer les résultats obtenus sur la ranking loss et sur la cross-entropie lorsque le réseau n'est pas en mesure de retrouver l'entièreté des points de fuite. Donc, pour ce faire, nous avons dans un premier temps entraîné un réseau en utilisant la cross-entropie, en suivant le même principe que depuis le début de la présentation, à savoir, on a utilisé la cross-entropie, on a appliqué un ensemble de traces à notre réseau et on l'a entraîné à retrouver la valeur de la clé secrète qui est associée à chacune de ces traces. Et afin d'évaluer la pertinence de ce réseau une fois entraîné, ce qu'on a appliqué, on a appliqué une technique de visualisation qui permet d'identifier quels sont les features, quels sont les points d'intérêt qui ont été retenus par le réseau. Et ce qu'on constate quand la cross-entropie est appliquée, c'est que les 3 points d'intérêt suivants ont été retenus. Et donc on a appliqué le même procédé sur la ranking loss et on a observé le résultat suivant. Et donc ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est comparer ces deux résultats avec un calcul de SNR classique afin d'évaluer la pertinence des POI retenus pour chacun de ces deux réseaux. Et donc à première vue, ce que l'on constate, c'est que l'activité majeure détectée par nos deux modèles se situe sur les 200 premiers points de la trace, ce qui semble correspondre avec ce que l'on obtient quand on effectue une mesure de SNR classique. Cependant, lorsqu'on regarde plus attentivement la cross-entropie, on s'aperçoit qu'un pic fantôme apparaît autour des 400 samples et que ce pic fantôme n'est ni détecté par la ranking loss ni par le SNR. Et ainsi, le réseau entraîné via la cross-entropie estime que ce pic a un impact important et permettrait une bonne classification des traces. Or, le SNR nous indique qu'aucune information intéressante ne semble pouvoir être extraite de ce point. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de performance, ce pic fantôme n'impacte pas réellement les résultats d'un modèle entraîné à l'aide de cross-entropie. En effet, quand on a peu de bruit sur les traces Chi plus Pureur, on constate que les performances entre les modèles cross-entropie et ranking loss sont similaires. En revanche, en ajoutant du bruit gaussien sur les traces, on constate que l'écart de performance entre le modèle entraîné via la cross-entropie et le modèle entraîné via la ranking loss croît. Ainsi, on peut estimer que si le modèle ne parvient pas à retrouver tous les POI et que l'erreur d'optimisation entre les deux modèles est relativement similaire, alors appliquer la ranking loss nous permettra d'avoir, dans le pire des cas, d'aussi bons résultats qu'un modèle entraîné via la cross-entropie. Cependant, le temps nécessaire pour entraîner un modèle qui va utiliser de la ranking loss va être supérieur à celui qui va utiliser de la cross-entropie pour un nombre d'époques fixé. Ce problème s'explique par le fait
qu'en utilisant la ranking loss, on doit faire des comparaisons entre le score de la clé secrète avec toutes les autres hypothèses de clé, ce qui n'est pas le cas quand on considère la cross-entropie. Dans un second temps, nous avons voulu comparer les résultats obtenus sur la ranking loss et la cross-entropie lorsque le réseau est en fait en mesure de pouvoir retrouver l'entièreté des points de fuite. Dans ce cas de figure, on peut estimer qu'il n'y a pas d'erreur d'approximation, que ce soit du côté de la ranking loss ou de la cross-entropie, et que seules les erreurs d'optimisation et d'estimation impactent les performances des deux réseaux. Sur les graphes de ce slide, vous pouvez visualiser l'évolution des performances des deux réseaux en fonction du nombre de traces d'entraînement utilisées. Donc en ordonnée, on va avoir la valeur de NTGE bar introduite précédemment, et en abscisse, nous avons le nombre de traces d'entraînement utilisées pour chaque réseau. Ce que l'on constate, c'est qu'un modèle utilisant la ranking loss converge plus rapidement vers la meilleure solution qu'un modèle impliquant de la cross-entropie. En effet, pour un nombre de traces d'entraînement élevé, on s'aperçoit que nos deux modèles ont des convergences équivalentes. Cependant, dès lors qu'une attaque possède peu de traces d'entraînement, utiliser la ranking loss lui permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Donc dans cet exemple, pour une performance donnée, on constate qu'un attaquant aura besoin de moins de traces d'entraînement en utilisant la ranking loss, et ce pour atteindre des performances similaires à un modèle entraîné avec la cross-entropie. Donc dans cet exemple, on peut supposer que la ranking loss permet de réduire l'erreur d'estimation qui est induite. Donc pour conclure, la ranking loss est une métrique d'apprentissage visant à maximiser le taux de succès d'une attaque par canaux auxiliaire, et par cette approche, nous proposons de générer un modèle estimant l'information mutuelle entre une variable sensible et un ensemble de traces, ce qui nous permet de supprimer l'erreur d'approximation qui est induite par la cross-entropie. Et finalement, à travers différents exemples, nous avons également observé que la ranking loss permettait de réduire l'impact de l'erreur d'estimation. Et l'ensemble de ces résultats ont fait l'objet d'une publication à Chess 21 et seront présentés l'année prochaine à la conférence du même nom. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toute question relative à cette présentation et à ces travaux. N'hésitez donc surtout pas à me contacter par mail si nécessaire. Merci.